Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leurs réflexions, leurs solutions ou leurs révoltes. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Merci d'être là. Merci d'être là ce dimanche matin pour un anniversaire, puisqu'il s'agit du 20e anniversaire de la Cité de la Réussite. C'est les 20 ans de la Cité. Et j'ai le bonheur et le plaisir d'animer ces débats plutôt scientifiques, c'est vrai, depuis 20 ans, ici, à la Sorbonne. Nouvelles technologies et chirurgie du futur. Et pour en parler, je vous présente Jacques Marescot, à ma droite, professeur de chirurgie, président de l'IRCAD. L'IRCAD, c'est l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif, un centre dans lequel se côtoient des chercheurs, des roboticiens, des informaticiens, des chirurgiens, enfin bref, une pléiade d'artistes dont vous nous parlerez tout à l'heure. Une filiale de l'IRCAD a été ouverte à Taïwan en 2008 et à Barretos dans l'état de Sao Paulo au Brésil en 2011. Et vous avez initié le projet IHU, Institut de chirurgie mini-invasive pour l'image. Les transmissions vous tiennent à cœur de 2 manières différentes. Transmission numérique,
On va le voir avec les images que vous nous avez apportées et qui sont tout à fait intéressantes. Et transmission de l'information et transmission vers des jeunes chirurgiens, puisque je crois que vous formez plus de 5000 personnes au monde. Vous pouvez prendre le micro. Hein. Un peu plus de 6000, rien qu'à Strasbourg. Et puis en fait, si on voit les différents IRCAD, Taïwan, Barretos qui est l'État de Sao Paulo, Rio de Janeiro, bientôt Rwanda, etc., ça fait un peu plus de 10 000 par an actuellement. Et je pense que ça va faire beaucoup plus dans les 5 années qui viennent. Voilà, c'est ce que permet... Pardon ? C'est ce que permet effectivement... Il y a un peu de bruit derrière, je ne sais pas ce que c'est. Tout va bien. Professeur Philippe Ménet, je dis Ménet ou Ménéi ? Entre les deux. Il faut le faire discret. Ménéi. Voilà. Très bien. Vous êtes professeur de neurochirurgie au CHU d'Angers. Très jolie ville. Et vous avez rejoint l'unité INSERM de macro-nano-médecine. Alors vous nous expliquerez ce que c'est, parce que ce n'est pas évident de comprendre tout ça. Et en 2007, vous êtes nommé chef de service spécialiste des tumeurs cérébrales. Donc on va parler du cerveau avec vous. Et vous nous avez aussi amené de belles images. Enfin, des images intéressantes. Je ne sais pas si elles sont belles, mais enfin, en tout cas, elles donnent du sens. Et ça, c'est intéressant. Monsieur Maresco, cette IRCAD que vous avez créée, c'est un peu un hybride, c'est un peu un objet étrange. Et je voudrais qu'on regarde tout de suite. Alors, je sais que c'est moi qui ai la main sur cette petite chose. Ouais, non, ça sera là. Une image qui raconte l'histoire de cette affaire. Voilà. Dites-nous. Ah oui, donc quand on voit IRCAD, Institut de recherche contre les appareils, enfin des cancers de l'appareil digestif, on ne voit pas très bien tout ce qui est informatique, médecine et chirurgie. Et en fait, l'histoire, elle est née en 1991, où je pense que chacun d'entre nous, on a un jour assisté à une conférence qui va totalement changer votre carrière et surtout la manière dont vous pensez. En 1991, j'ai eu la chance d'assister à Cologne en Allemagne à une conférence donnée par Rick Satava, colonel de l'armée américaine, chirurgien, qui en 1991 a parlé d'Internet, de la robotique chirurgicale, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, c'est-à-dire en fait de tout ce qui est computer assisted surgery, tout ce qui est la chirurgie assistée par ordinateur, alors que rien n'existait. Et je pense que j'ai compris moins de 20% de cette conférence, parce que pour un chirurgien qui en fait fait qu'opérer toute la journée, c'était impossible à comprendre. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que très certainement, c'était la vision de la chirurgie de demain. Et ce qu'on va voir tout à l'heure, je pense, c'est ce qu'on a fait. Du coup, dès que je suis rentré en 1991, on a créé cet institut privé à but non lucratif, une fondation, et on a développé en fait tout ce qui était chirurgie assistée par ordinateur, chirurgie augmentée. On va le voir tout de suite parce que finalement les séquences vont se succéder maintenant et c'est moi qui ai la main donc je vais appuyer. Voilà, c'est un. Alors vous m'avez dit je veux absolument montrer ça. Moi j'ai dit pourquoi pas, mais je ne comprends rien. Alors, non, ça c'est amusant parce que imaginez maintenant aller chez les banques avec un business plan comme celui-là. C'est impossible. Or, c'est un post-it note. Oui, c'est un post-it bleu, un post-it au bic. Et ça, c'était notre business plan. On a été voir les banques en 1992 avec ça. Pour quand même avoir quelque chose, un équivalent d'à peu près 15 millions d'euros. Et ce qui est assez étonnant, c'est que aucune banque, ils m'ont tous pris pour des fous. Et je connaissais bien les banques, parce que Strasbourg, c'est pas aussi gros que Paris, donc on connaît un peu tout le monde. Et ils m'ont tous dit, personne va te prêter. Et tout d'un coup, le patron ce qui est actuellement le CIC, qui s'appelle Jean Weber, m'a dit, ah, génial, il y a une publicité du Crédit Lyonnais qui dit, amenez-nous votre projet, en 3 jours, on vous dit oui. Eh ben, vous le croyez ou pas, j'ai apporté mon projet, mon post-it, et 3 jours après, ils nous ont dit oui, on a eu le financement. Ça fait rêver, oui, ça fait rêver, mais c'est pas toujours le cas. Alors, sinon, on peut entrer dans les lignes. 6,5, c'est quoi? C'est en millions de ça, c'était à l'époque, c'était en francs. C'était au début, c'était ce qu'on donnait les collectivités, ce qu'on donnait un milliardaire américain qui s'appelle Léon Hirsch. Là aussi, c'est assez amusant parce qu'on lui a envoyé un fax. Juste pour les jeunes, pour vous dire que de toute façon, ce qu'il faut, c'est juste oser. Moi, j'envoie un fax à Léon Hirsch, grand patron de United States Surgical Corporation à New York, et le président de US Surgical, qui était à Paris, m'a dit écoute, de toute façon, moi j'ai le droit de le voir 5 minutes tous les 2 ans, je ne pense pas qu'il va répondre. On envoie le fax signé par notre directeur général de l'hôpital, le président de l'université et le doyen, pour que ça fasse un peu chic.
2 jours après, M. Hirsch me renvoie un fax en disant « Great idea, je vous envoie 7 billets de Concorde », donc vous imaginez les petits chirurgiens, 7 billets de Concorde, 2 hélicoptères vous attendent à Kennedy Airport, et on va discuter, et puis c'est comme ça que toute l'histoire de l'IRCAD a commencé grâce à cet homme, et en fait grâce à ce fax qu'on a envoyé. Et finalement, grâce à ce petit post-it. Et grâce, bien sûr, au petit post-it. Alors, on voit autre chose maintenant qui va nous amener vers l'expérience augmentée, la compétence augmentée du chirurgien, que vous comparez à celle du pilote d'avion. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai comparé, c'était la première slide. Bon, elle est un peu améliorée par rapport à 91, parce que ça, c'est le cockpit d'un A380. C'était la première slide de Rick Satava. Et Rick Satava disait la chirurgie et les blocs opératoires vont être absolument bougés en parallèle avec l'évolution de l'aéronautique. Et souvenez-vous, l'évolution de l'aéronautique, elle s'est tellement développée jusqu'à devenir totalement automatique grâce aux sensors. C'est-à-dire qu'un avion a tellement de sensors, plus que l'œil du pilote, bien sûr, son cerveau et ensuite la main qui est guidée. Et c'est assez étonnant que Rick Satava, 1991, prédisait donc une chirurgie automatique un jour, et puis on va voir tout à l'heure que c'est sûrement pas de la science-fiction. Il prédisait la voiture automatique. Or, c'était bien avant que Google, bien sûr, ait travaillé sur la voiture automatique. Et souvenez-vous qu'il y a encore 10 ans, tout le monde disait non, à l'aéronautique, d'accord, la voiture automatique, c'est trop dangereux, les piétons, les feux rouges, etc. Il y a 120 voitures sans chauffeur Uber actuellement aujourd'hui à Pittsburgh. Donc on sait très bien que la nouvelle génération de voitures vont être des voitures totalement automatiques. Alors, on va voir la prochaine image avec ce concept de chirurgie augmentée qui vous permet en fait de comprendre ce qu'est le corps humain avant de l'opérer. Voilà. Alors, le concept de chirurgie augmentée, c'est de se dire qu'est-ce que le chirurgien veut, comment on va augmenter la capacité chirurgicale du chirurgien. Bien sûr, ça doit être avant l'acte chirurgical, parce que ce qu'on appelle vraiment la stratégie chirurgicale, c'est au moins aussi important que la finesse et la précision du geste du chirurgien. Et dans ce qu'on appelle la chirurgie augmentée, vous en voyez 3. Au milieu, c'est le rêve de tout chirurgien, et ça a été, nos collègues neurochirurgiens l'ont fait depuis, je crois, 1992 ou 11, c'est eux qui ont été les pionniers de aussi la réalité augmentée, c'est-à-dire de voir en transparence. Eh bien, la réalité augmentée, c'est quoi? C'est donc prolonger les 5 sens du chirurgien et lui donner notamment, alors il y a plein d'autres techniques, mais la technique qui est la plus magique et celle sur laquelle on travaille beaucoup, c'est comment un chirurgien, par exemple le foie, c'est comme le foie que vous voyez chez le boucher, mais comment vous allez pouvoir voir à l'intérieur tous les vaisseaux, les veines, les artères, ce qu'on appelle les voies biliaires. Ça, c'est un concept qui actuellement existe. On va voir ça d'ailleurs un petit peu plus maintenant. Alors ça, ce sont des logiciels qui ont été développés bien sûr à l'Institut et qui permettent en fait, à partir de l'image médicale, qui est très difficile à comprendre. L'image médicale, le médecin comprend grossièrement. Par exemple, il comprend grossièrement où est une tumeur, mais il ne peut pas comprendre le détail de l'anatomie du malade. Et actuellement, de la même manière qu'on parle de médecine spécialisée, personnalisée, eh bien, on parle de chirurgie personnalisée. Et vous voyez que ces logiciels, à partir d'une image de scanner que vous avez sûrement vu, ou d'IRM, qui sont des coupes en noir et blanc, il y a des centaines et des centaines de coupes, ben on arrive avec des couleurs à faire en sorte que tout le monde, y compris le patient, comprend ce dont il est atteint, comprend ses variations anatomiques. Et ça permet au chirurgien, avec le malade, d'étudier la stratégie chirurgicale qu'il va proposer au malade. Ah oui, c'est passionnant. Alors on voit bien que le patient lui-même peut comprendre ce qui lui arrive, quoi. Alors on explique, bien sûr, par exemple, là vous voyez la petite boule verte, donc c'est une petite tumeur bénigne de la parathyroïde. En 2 secondes qu'il faut enlever, en 2 secondes le malade comprend où elle est, voit que ça n'est pas grave. Et nous, on a vu qu'à partir du moment où, quand on annonce à quelqu'un qu'il a une tumeur maligne, qu'il a un cancer, c'est quelque chose de dramatique parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est exactement. Mais si sur le mot tumeur maligne, vous montrez une image qui est juste une boule verte en expliquant au malade comment vous allez l'enlever, le traitement que vous allez faire avant, comment vous allez le suivre, ce qu'on appelle en 4D par justement une imagerie 3D qui va être faite dans le temps, eh bien, il y a une espèce de démystification de ce qu'est la maladie et c'est donc beaucoup plus facilement acceptable par le malade. Et en fait, l'information devient rassurante. Oui. J'ai peut-être... Ah, ça, c'était là vous avez été vite, mais ça, c'est le... Non. Ça, c'est le... recule, vous reculez. Voilà. Elle se lance ou pas? Et encore une fois, et vous l'allumez, je pense. Si vous arrivez.
Oui, maintenant ça passe. Voilà, et ça, voilà. Alors ça, c'est pour vous montrer aussi la performance des simulateurs. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est un autre malade, les 3 boules vertes sont des tumeurs qu'il faut enlever. Et vous voyez qu'avec l'ordinateur, ce qui est une partie du foie, on sait qu'on va l'enlever par la chirurgie. L'autre, on sait qu'on ne peut pas l'enlever par la chirurgie. Il faut détruire par une autre méthode. Ça peut être le chaud, ça peut être le froid, mais en fait, c'est une aiguille. Et vous voyez qu'on arrive à simuler juste avant l'endroit entre les 2 côtes où il faut passer, comment on va arriver juste au centre de la tumeur. Et quand vous voyez ça, vous comprenez en 2 minutes qu'immédiatement, ce genre de geste, dans les 10 ans, sera totalement robotisé, totalement automatique, puisqu'en définitive, l'ordinateur va comprendre où est la cible et comment il faut arriver immédiatement au centre de la cible. Et puis en fait, ça permet aux chirurgiens aussi, vous me l'aviez raconté quand on préparait cette conférence, que les chirurgiens se préparent à la chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent simuler leurs gestes en amont. Ça veut dire que le chirurgien, c'est un moment où il a le droit à l'erreur. Et si on parle tout à l'heure un peu de l'automatisme de la chirurgie, ça veut dire que le chirurgien va faire tous ses gestes, bien sûr, sur l'ordinateur, mais s'il se trompe ou s'il n'est pas totalement satisfait, ben, c'est pas grave, il recommence, il en fait un autre. Et quand on avait pour la première fois publié dans un journal américain qui s'appelle le JAMA, on avait publié notre histoire et comment on allait imaginer la chirurgie avec la reconstruction 3D. Le chairman de Stanford avait dit, en fait, ce qu'ils font à Strasbourg, c'est un peu comme un metteur en scène qui fait un film. Vous savez tous que pour faire un film, en fait, quand vous êtes derrière la caméra, ça se passe. C'est pas aussi beau que le jour où vous voyez le film. Vous avez plein de scènes, plein de séquences. Elles sont pas bien. Le metteur en scène recommence. Il peut faire 15 scènes pour quelques secondes. Eh bien, en chirurgie dite robotisée, en chirurgie automatique, ça sera la même chose. C'est-à-dire, vous prévoyez vos meilleures scènes, vous allez les mettre bout à bout, et de la même manière qu'un metteur en scène a fait un film idéal, vous ferez l'opération idéale qui, elle, sera prise en main par l'intelligence artificielle et le robot. C'est absolument magnifique. Et c'est rare de voir ces images. Merci de nous les avoir envoyées. Alors, l'opération Lindbergh, c'est une opération magique pour vous ? Alors, un peu historique. Oui, d'abord parce que c'est un challenge. Émouvante. Bien sûr, aussi émouvante, parce qu'on sait que si on imagine dans l'avenir que la télémédecine va aussi être une téléchirurgie, c'est-à-dire comment on peut appliquer la télémédecine à la chirurgie. On doit partager, bien sûr, l'intelligence, la connaissance, mais en plus de ce qui est la télémédecine normale, on doit partager le geste. Oui, et l'armée américaine avait toujours dit c'est impossible, ça ne dépassera pas, je vous ai raconté 2 mois avant qu'on le fasse, ça ne dépassera pas 50 ou 500 miles dans les 20 ans. Et ce qui est quand même amusant, c'est qu'il n'y a que 2 ingénieurs de France Télécom, l'un de 29 ans et l'autre de 31 ans. Bon, ça ne s'est pas fait en quelques jours, hein, puisqu'on a commencé le programme en 1995 et on a pu faire l'opération Lindbergh donc 6 ans après, en 2001. Mais ces 2 ingénieurs de France Télécom ont en fait fait sauter tous les verrous technologiques qui existaient pour faire un geste à distance. Et en 2 mots, je vais vous dire quelle est la difficulté. La difficulté, c'est que toutes les équipes, et notamment l'armée américaine, travaillaient sur un satellite. Et vous savez très bien, si vous regardez CNN à la télé, vous n'avez pas de synchronisation entre la voix du journaliste et le mouvement de ses lèvres, parce que vous avez un délai qui est de 600 millisecondes, et ça c'est la vitesse de la lumière, donc il y a 600 millisecondes, et on ne peut pas opérer avec 600 millisecondes de délai, pour la bonne raison que si vous pensez être près d'une artère, vu le délai, en fait, vous n'êtes peut-être pas près de l'artère, mais vous êtes peut-être au milieu de l'artère, et donc si vous coupez, vous avez une hémorragie. On savait, par les travaux de l'armée américaine, qu'il fallait moins de 200 millisecondes de délai, et la prouesse technologique, qui n'est pas du tout chirurgicale, qui vient des ingénieurs de France Télécom, ça a été de faire un délai constant à 130 millisecondes. C'était quelque chose d'incroyable, qui a été publié dans Nature en haute priorité, et je dois dire que tout ça, on le doit à ces ingénieurs et pas à l'équipe chirurgicale, puisque juste on voulait faire ce challenge. Formidable expérience. Alors ça, c'est une autre vidéo qui est intéressante parce que c'est la réalité augmentée du foie et c'est tout à fait récent cette image-là. Voilà, alors ça c'est vraiment pour très rapidement vous faire comprendre comment les progrès de la chirurgie vont venir plus des progrès de l'image que de la chirurgie en elle-même et un mixte entre la robotique et l'image.
Et vous voyez que donc au bloc opératoire, tout ça, c'est pour l'instant, c'est un peu difficile à comprendre, c'est simulé sur un écran. Il y a les deux, il y a deux images. Il y a une image virtuelle et une image réelle. Une image virtuelle. Et vous voyez que quand le robot arrive, le chirurgien qui est sur le robot, il n'y en a qu'un actuellement dans le monde qui existe, le Da Vinci, ben vous voyez que quand il va regarder à l'intérieur de la pièce maître, eh bien, il voit l'organe normal que lui donne la caméra, mais il voit en transparence, donc il voit cette réalité augmentée. Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, on sait que c'est très difficile sur le plan technique parce que, bien sûr, si vous voulez, en 2 secondes, il faut que vous compreniez quelque chose. La réalité augmentée, elle vient de travaux mathématiques ou d'algorithmes qui partent à partir de l'image d'ICOM du scanner. Donc, vous avez l'image de scanner. Le problème, c'est que quand le malade fait son scanner, quand il est au bloc opératoire, nous, on n'est pas comme en neurochirurgie. Eux, ils ont inventé cette notion de réalité virtuelle parce que, tu en parleras sûrement tout à l'heure, ils fixent le malade, ils fixent le crâne du malade. Et donc l'image du scanner en 3D, elle est relativement facile à fusionner avec ce qu'ils voient. Nous, on a énormément de problèmes. On a la respiration. Le foie, il bouge de 5 cm. On injecte du gaz carbonique, ça transforme le volume du foie. Donc le problème était comment l'ordinateur va comprendre la nouvelle position en temps réel de l'organe, puisque ça n'est pas la même que lorsqu'il a fait le scanner. Et ça, c'est aussi un verrou technologique qu'on a levé, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, grâce au partenariat avec Siemens. Allez, la prochaine. Ah oui, ça c'est Strasbourg, c'est chez ça, vous. Voilà, alors le verrou technologique. Présentez-nous votre jardin. Alors, c'est assez joli. Jardin, ça s'étend, hein, c'est un peu comme Disneyland. Et ça, c'est le nouvel institut en face de l'IRCAD, qui est l'institut de chirurgie guidée par l'image. Donc, grâce à un programme des investissements d'avenir qui est quelque chose d'extraordinaire, que malheureusement le gouvernement actuel est en train de remettre en question sur le fait que ces instituts soient en fait des instituts publics-privés. Et vous savez que pour convaincre un industriel, l'industriel ne peut pas attendre 6 mois que le conseil scientifique d'université ait dit oui ou ait dit non. Et je me souviens toujours du patron de Siemens qu'on avait interviewé à l'époque de la commission CHU et IHU, nous disait qu'il avait prévu 20 postes d'ingénieurs payés pour une des universités, je ne sais plus laquelle, à Paris, et que 6 mois après, il n'avait toujours pas la réponse, c'est-à-dire l'acceptation du financement qu'il voulait donner. Et du coup, il a financé une dizaine d'ingénieurs à Harvard. Donc ça a été possible grâce à ce partenariat avec Siemens. Alors on passe 2 minutes sur quand même l'éducation et la transmission, parce que c'est quand même l'objet de ces conférences à la Cité de la Sorbonne. Bloc opératoire oui. Virtuel, hein. Non, alors là c'est réel, c'est-à-dire que la chirurgie c'est du compagnonnage. C'est du compagnonnage et les techniques elles avancent tous les 2 ans, tous les 3 ans vous avez quelque chose de nouveau. Et donc on a créé, que ce soit à l'IRCAD Strasbourg ou dans les autres IRCAD, vous voyez un bloc expérimental qui travaille soit sur animal de laboratoire, soit sur cadavre, où le chirurgien, vous voyez, habillé totalement dans sa tenue normale pour être totalement immergé, eh bien va répéter les gestes chirurgicaux. Alors un jour ça sera sur le simulateur, c'est-à-dire un simulateur plus perfectionné que ce que je vous ai montré. Pour l'instant, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il est totalement impossible d'avoir un simulateur qui permette d'enseigner la chirurgie de façon extrêmement précise. Donc, on a développé ces systèmes de blocs opératoires. L'enseignement chez vous, c'est très important. Donc, on en a parlé au tout début de cette conférence, mais vous enseignez partout dans le monde aujourd'hui. Donc on enseigne à la fois sur place, comme on disait tout à l'heure, on a par an, l'année dernière, on a eu à Strasbourg 6000 chirurgiens venant de 120 nationalités différentes. Ce qui est amusant, c'est quand vous avez vu mon business plan, là, quand je demandais de l'argent aux collectivités, je racontais au président que je connaissais bien de la région qu'on allait former 200 chirurgiens par an et je me suis dit, il va voir que je mens parce que pourquoi 200 chirurgiens vont venir se former à Strasbourg et puis maintenant on en est à 6000 chirurgiens et puis avec les différents développements. Hein. On voit la web search. WebSearch, c'est une plateforme. Alors, WebSearch a été sûrement le programme le plus compliqué qu'on a développé à l'IRCAD, puisque c'est un programme qui a coûté un peu plus de 25 millions d'euros, donc vous imaginez ce que c'est. À une époque folle où on payait la moindre infographiste 5 fois le salaire d'un chirurgien, on a eu 45 personnes qui ont mis au point cette université virtuelle sur Internet, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait une rupture du cordon ombilical entre le chirurgien qui venait se former sur place et ensuite, quand il revenait chez lui,
Et donc, Web Search, vous avez plus de 2000 vidéos qui sont sans arrêt remises tous les mois, des interviews d'experts. Chaque expert de chez nous, on a un panel de plus de 800 experts à travers le monde. Dès qu'ils ont eu une complication, expliquent cette complication, expliquent comment ils l'ont managée, insistent auprès de plus jeunes chirurgiens comment éviter ce type de complications. Et c'est sûrement un des moyens. Alors, c'est gratuit, c'est traduit en 7 langues, c'est gratuit, ça nous coûte, nous, très cher, puisque c'est nous qui payons les serveurs et les lignes, mais en définitive, c'est un moyen d'éducation qui est sûrement phénoménal, qui est nettement supérieur au site concurrent, qui est le site américain de la Société de chirurgie endoscopique américaine. Jacques Marescot, d'où vient votre passion pour tout ce qui est informatique? Alors d'abord, j'y connais rien, c'est peut-être ça, parce que je n'ai jamais rien compris en informatique, et je suis toujours bluffé, et je me souviens que je vous ai dit que vous avez vu la première slide avec Chris Satava, et derrière, j'ai mis le Visible Man. J'ai eu un choc une fois, c'est un de mes premiers voyages, pas le premier voyage, parce que j'avais été plus jeune étudiant, mais mon premier voyage professionnel aux États-Unis a été en 1991. Et j'ai eu l'occasion de voir à la National Library de Washington le Visible Man. Vous devez vous souvenir de ça, c'était un condamné à mort qui avait donné son corps à la science pour être coupé en laser en tranches de 1 mm. Et à partir de ces tranches de 1 mm, les informaticiens avaient reconstruit son corps, enfin son clone digital. Et donc, en voyant ça, on se dit... Alors à l'époque, les scanners, c'était 2-3 cm. Mais je me disais, mais le jour où le scanner peut être aussi à 1, 2, 3 mm, mais on aura exactement la même image que ce qui s'est passé avec ce condamné à mort. Alors au début, vous imaginez pas, je ne peux même pas vous montrer les images qu'on faisait, c'était horrible, parce que vous imaginez, si vous avez des coupes qui sont très espacées, ben, la reconstruction en 3D, elle est nulle, mais au fur et à mesure des années, il y a eu une amélioration par le pouvoir de l'ordinateur, bien sûr, et par la qualité de l'imagerie. Professeur Menei, c'est à vous de nous raconter un petit peu l'histoire du cerveau, de l'exploration un petit peu magique que vous faites maintenant, avec des images aussi. Prenez un micro et on va regarder tout de suite une première image. Ah bah le temps que ça s'installe, oui. Ou que j'appuie quelque chose. Qu'est-ce qu'on me dit là-haut? C'est bon? On va la voir? Voilà. Alors racontez-nous. Alors ça c'est intéressant parce que ce sont des IRM du cerveau. Pour replacer un petit peu le contexte et surtout les progrès qu'ont fait l'imagerie médicale, les patrons qui m'ont formé ont fait la plus grande partie de leur carrière en opérant des cerveaux qu'ils ne voyaient jamais en préopératoire. Ils n'avaient à leur disposition que des artériographies ou des ventriculographies, c'est-à-dire des examens qui permettaient de voir les artères du cerveau ou les cavités du cerveau, mais pas le cerveau lui-même. Et donc on déduisait, suivant les déplacements sur les artères ou ces cavités, où pouvaient être les lésions. Et ils ont vu apparaître le scanner en fin de leur carrière. Moi, je l'ai vu apparaître un petit peu au début de mes études de médecine. Quant à l'IRM que vous voyez ici, je l'ai vu apparaître au milieu de mes études de médecine. Et c'est un examen qui a permis des progrès extraordinaires dans le traitement de l'imagerie, en particulier cérébrale. Et vous voyez, en fait, c'est un hémisphère gauche. Vous êtes en grande majorité droitier ici. Il faut savoir que le langage écrit, le langage parlé, est situé dans votre hémisphère gauche, ce qu'on appelle l'hémisphère dominant. Et vous voyez que sur l'hémisphère gauche, en fait, ce qu'on appelle une IRM fonctionnelle, avec cartographie fonctionnelle, qui montre en fait les aires de votre cerveau qui se mettent en action alors que vous parlez. Et vous voyez dans le cliché en dessous, en fait, ce qu'on appelle une tractographie, qui est le traitement de l'image qui va permettre de voir les connexions, les fibres qui permettent de connecter ces différentes régions. Vous voyez très bien qu'il y a deux grands types de régions, des régions en avant du cerveau, hein, l'avant est à gauche, et l'arrière du cerveau qui est à droite. Et ces centres antérieurs et postérieurs communiquent par des voies, donc on voit très très bien. Et ça montre très très bien les progrès de l'imagerie qui sont en très grande partie lié au progrès de l'informatique. Alors, vous nous confirmez qu'il y a un cerveau gauche et un cerveau droit? Tout à fait. Très bien. Et qu'il a la chance de communiquer. Oui, c'est heureux. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la prochaine? Peut-être, parce qu'il y a une suite logique. Et donc, depuis un petit moment, déjà, les chirurgiens sont revenus à une technique qui est un petit peu ancienne, qui consiste à réveiller le patient ou ne pas l'endormir pendant l'intervention, quand on opère justement l'hémisphère gauche. Ceci permet
de tester, de cartographier, de faire une véritable cartographie, un Google Map de ces aires du cerveau, aussi bien corticales que les connexions. Tout simplement grâce à ce qu'on appelle la stimulation électrique, qui n'est en véritablement pas une stimulation, qui est la délivrance à l'aide d'une électrode d'un courant qui va paralyser transitoirement la zone de cerveau qu'on l'on va toucher le temps qu'on délivre ce courant. Et donc, pour être concret et clair, vous n'endormez pas vos patients, voilà, mais vous les bloquez. Alors, ils sont réveillés, enfin, on les endort au début de l'intervention à titre comment dire, de confort, mais ils sont réveillés quand le cerveau est exposé. Il faut savoir que le cerveau est le seul organe qui est parfaitement insensible dans le corps humain, et donc tout à fait possible d'opérer un cerveau sans anesthésie, simplement une anesthésie locale de la peau ou de l'os. En fait, on demande aux patients de faire une tâche, par exemple une tâche ici de dénomination d'une image, de lecture d'une petite phrase qui surmonte cette image, et alors qu'il fait cette tâche, on va toucher le cortex avec cette électrode, et si la zone que l'on touche est indispensable à la production du langage, à la reconnaissance de l'image ou à la lecture, le patient ne va pas pouvoir réaliser cette tâche. Alors, soyons concrets. Je dis, par exemple, j'aime la mer. Vous allez repérer l'endroit du cerveau qui a été activé par j'aime la mer, et vous allez mettre une petite étiquette. Exactement. Bon, et après, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut savoir que c'est une technique relativement de routine qui se fait dans beaucoup de services de neurochirurgie. Ça concerne le langage, l'hémisphère gauche. Et en fait, nous sommes intéressés dans l'équipe depuis quelque temps à l'hémisphère droit, qui n'intéressait pas beaucoup de gens, parce que c'est vrai que les séquelles liées aux interventions chirurgicales de l'hémisphère droit étaient des séquelles peu visibles, ce qu'on appelle un peu le handicap invisible, qui est peu visible par le médecin, mais souvent très, très éprouvant pour le patient et la famille. Pourquoi? Parce que les fonctions, l'hémisphère droit, c'est les fonctions en fait, non? C'est un peu la machine, non? Disons que l'hémisphère droit comporte des fonctions qui ont un nom très complexe qu'on appelle la cognition sociale et la cognition visio-spatiale, mais pour résumer, on peut dire que l'hémisphère droit surtout comporte le langage non verbal. Et le langage non verbal, c'est le moyen de communication que vous utilisez dans plus de 90% de votre communication. Vous avez cette impression immédiate, quand on dit la première impression que vous fait quelqu'un, c'est le langage non verbal. Vous communiquez sans arrêt par vos gestes, par vos expressions faciales. Et il faut savoir qu'on est beaucoup plus handicapé dans la vie professionnelle et sentimentale avec un trouble de langage non verbal qu'avec un langage verbal, avec un trouble du langage parlé et écrit. Et donc nous sommes intéressés à ça. La problématique, c'est que autant c'est facile de faire lire une phrase, de faire écrire même le patient en chirurgie éveillée, autant tester sa communication non verbale, c'est très très compliqué. Il existe des tests utilisés par le neuropsychologue, mais qui sont très complexes, qui nécessitent un bureau et des heures de traitement. Et c'est là que nous avons eu l'idée d'utiliser la réalité virtuelle. Et la réalité virtuelle est très utilisée, vous l'avez vu tout à l'heure, pour les chirurgiens, généralement, pour l'éducation, pour visualiser, anticiper, simuler des interventions chirurgicales. Mais elle est jusqu'à présent encore peu utilisée pour le patient lui-même. Et l'idée que nous avons eue, c'était en fait d'immerger le patient dans des mondes virtuels, en particulier dans des réunions virtuelles, qui permettaient de tester ses possibilités de communication non verbale, et donc à ce moment-là de faire une cartographie de cette fonction alors que nous l'opérions. Incroyable, incroyable. Donc vous arrivez à opérer des gens éveillés, quasiment éveillés, quoi. Alors c'est pas ça qui est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est qu'on arrive à le faire alors qu'ils sont plongés dans un monde virtuel. Et je pense que c'est la dernière diapo. Voilà, on va aller vers la prochaine. Et donc vous voyez en fait ce patient qui porte un casque de réalité virtuelle, qui est un casque grand public du commerce, qui a été un petit peu modifié pour pouvoir être adapté à la problématique du bloc opératoire. Et vous voyez qu'en fait, sur l'image du bas, vous voyez où il se retrouve. En fait, il se retrouve dans un paysage qu'on choisit, et il se retrouve dans une petite réunion très cordiale au bord d'un lac, tranquille. Ils sont à Disneyland. Oui, oui, oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces personnages, ces avatars, en fait, sont pilotés par, là aussi on se retrouve avec la distance, par des neuropsychologues que vous voyez dans l'autre image, très sérieux dans leur salle, qui peut être effectivement à côté de la bloc opératoire, mais qui peuvent être tout à fait situés dans un autre continent, comme l'a montré Jacques Maresco tout à l'heure pour son intervention. Et donc, on va pouvoir interagir via ces avatars avec le patient. Il a été démontré dans des études très sérieuses qu'en termes de communication, les êtres humains communiquent de la même façon avec un avatar, c'est-à-dire un personnage reconstitué, qu'avec une vraie personne. Et donc, nous pouvons
Par contre, avec des avatars, nous pouvons effectivement produire des expressions faciales, des stéréotypes de communication non verbale beaucoup plus stéréotypés, beaucoup plus cadrés, qui nous permettent alors de tester le langage non verbal aux patients. Et la dernière chose, c'est l'image que vous voyez animée, c'est que les progrès techniques vont encore plus vite que nos idées. C'est absolument hallucinant parce que entre le moment où nous avons eu cette idée d'immerger le patient pour pour tester sa communication sociale, sont apparus des nouveaux casques de réalité virtuelle qui ont des capteurs qui captent en fait vos expressions faciales et qui vont les reproduire sur l'avatar que vous avez créé. Alors, quel est l'intérêt de la chirurgie? J'imagine que c'est évidemment d'oublier l'endormissement total, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des avantages? C'est justement de pouvoir tester des fonctions que vous ne pouvez pas tester chez quelqu'un qui est endormi. Vous parliez tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure du langage, de l'écriture. Là, nous parlons de fonctions, pareil que votre capacité d'interagir avec une autre personne, de reconnaître ses expressions faciales, de savoir, par exemple, qu'il souffre, c'est l'empathie. De souffrir avec lui, c'est l'empathie, ou de savoir qu'il souffre, c'est la théorie de l'esprit. Toutes ces fonctions, vous ne pouvez pas, vous pouvez les prédire un peu sur l'IRM fonctionnel qu'on a dit tout à l'heure. Mais cette IRM fonctionnelle reste encore assez floue. Et chaque patient a des réseaux particuliers. Nous sommes tous différents sur nos réseaux, du langage ou du langage non verbal. Et la seule façon d'en faire la cartographie pour pouvoir la respecter, c'est de le tester pendant l'opération. Oui, alors le professeur Maresco veut proposer non, mais une question au professeur Philippe Méné. On y va. Est-ce que ça veut dire que tu vas changer, que quand tu opères pour une tumeur bénigne, bien sûr, par exemple, ça veut dire que ta stratégie va changer, que tu vas préférer laisser un morceau de tumeur bénigne, parce que sinon tu serais très content d'avoir fait une opération complète, mais le malade aurait une séquelle trop importante? Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant comme question, parce qu'actuellement se posent des problématiques. On arrive presque dans l'eugénisme, entre guillemets, c'est-à-dire nous sommes capables de respecter, par exemple, le champ visuel. C'est la façon dont on voit une partie de l'environnement. Les troubles du champ visuel vous empêchent d'avoir votre permis de conduire. On peut parfaitement retrouver les zones impliquées dans le calcul arithmétique. Ce qui veut dire que, par exemple, on pourrait être amené à choisir avec le patient, par exemple, de le rendre incapable de faire des calculs, par exemple chez un routier, mais de conserver son champ visuel, et inversement, de conserver des possibilités de calcul tout en sacrifiant son champ visuel chez un prof de maths. On n'en est pas tout à fait là, mais c'est un des problèmes éthiques qui peuvent se poser plus tard. On va passer la question à vous, parce que maintenant, c'est la règle du jeu à la Cité de la Réussite, c'est d'avoir une discussion avec vous, et les micros vont circuler tranquillement dans les travées de cette formidable amphithéâtre en bois. J'espère qu'on n'est pas trop mal assis. Voilà. Et nous accueillons 3 étudiants. Paul, qui vient de Sciences Po, Chloé, qui est à Paris Descartes, et Mounia, qui est en subbiotech. Une première question de Paul. Prenez votre micro, vous l'avez en main. Oui, bonjour professeur Meney. J'ai un attrait pour les questions éthiques et justement je souhaiterais rebondir sur votre dernier point. Ces nouveautés sont vraiment différentes par rapport aux problèmes éthiques qu'on connaît actuellement sur la protection du corps humain. En quoi ces nouvelles technologies transforment le débat éthique ou sont-elles une continuité par rapport aux questions qui se posent aujourd'hui ? Alors, en tout cas, je pourrais parler surtout de la neurochirurgie, je connais le mieux, mais je pense que Jacques Maresco pourrait probablement répondre aussi sur cette question dans le champ plus large de la chirurgie. Comme je vous l'ai dit, le problème de la connaissance plus profonde qu'on peut avoir des fonctions humaines très essentielles, par l'imagerie, par les progrès de l'imagerie, comme je vous l'ai montré, mais aussi par des techniques péropératoires, vont poser des questions quant à la possibilité de les respecter ou de sacrifier chez les patients, avec leur accord ou non. L'accord ou non de leur famille. Et là, on rentre dans un champ éthique qui est effectivement très nouveau pour nous et qui va sûrement poser des tas de problèmes au quotidien. Chloé ? Allez-y. Ou non, une autre question ? Oui, allez-y. C'est pour poursuivre le choix du patient. Vous dites que le patient est réveillé, conscient, c'est-à-dire que vous pouvez le faire pendant l'opération avec lui ? Ou c'est un choix en amont en fonction de l'évolution? Non, c'est évidemment un choix en amont. Ces patients qui subissent ce type d'intervention sont éminemment préparés.
Donc on leur prépare, on leur montre l'intervention, on leur montre des fils. Ils connaissent beaucoup la problématique. La problématique de leur pathologie est connue. C'est de temps en temps effectivement des tumeurs dites bénignes, mais qui ont un potentiel précancéreux pour lequel l'exérèse est maintenant très recommandée. Et donc il n'y a pas d'urgence dans cette situation. Et il y a effectivement une grande préparation et une discussion avec le patient qui est parfaitement au courant des enjeux, des risques. Mais on ne va pas encore jusqu'à faire choisir certains sacrifices. Oui. Bonjour. Donc moi j'avais une question pour professeur Jacques Marescot. Vous nous avez dit que les techniques en chirurgie progressaient tous les 2 à 3 ans. Et du coup ma question ce serait comment la transmission du savoir est modifiée par ces nouvelles technologies et comment faire pour apporter toujours la meilleure technique aux patients sans avoir des décalages beaucoup trop importants du fait qu'on conserve les anciennes techniques qui sont transmises. Alors l'évolution des techniques et des techniques chirurgicales, je pense toutes les spécialités confondues, c'est quelque chose qui est inimaginable. Mais ce qui est encore plus inimaginable, nous on l'a peut-être compris un peu tard, parce que d'habitude on essaye vraiment d'être en avance, c'est le pouvoir de l'intelligence artificielle dans l'aide du chirurgien, c'est-à-dire notamment dans sa stratégie, et tout à l'heure on disait que c'était quelque chose de tellement important. Et quand vous regardez, alors moi j'ai été invité à Séoul il y a 2 ans pour faire une conférence sur intelligence artificielle et chirurgie. Je ne sais pas pourquoi il m'avait choisi, parce que je ne connaissais vraiment rien à l'intelligence artificielle. Par contre, ça m'a permis énormément de travailler le sujet avec tous nos fellows étrangers. Et quand j'ai été à cette conférence, où il y avait un peu plus de 1000 personnes, 80% étaient des ingénieurs, seulement 20% du corps médical. Mais quand vous regardez le niveau, alors je sais que ça a été critiqué il n'y a pas longtemps dans Le Monde sur un article sur l'intelligence artificielle et les limites de Watson. Mais quand vous voyez que Watson, ils ont commencé il y a, je crois, quasiment une vingtaine d'années, qu'actuellement vous avez 6000 ingénieurs qui travaillent dessus, qu'ils ont déjà dépensé 24 milliards, et quand vous regardez l'importance et la rapidité de Watson dans la connaissance médicale pour aider le médecin, et sûrement un jour on va en parler pour aider le malade à sa décision, c'est quelque chose d'incroyable. Watson, en quelques secondes, va analyser 150 000 articles de la littérature mondiale. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est quelque chose qui est vraiment phénoménal. Alors le corps médical actuellement, notamment en France, n'est absolument pas prêt à ça. En Asie, alors il y a surtout en Corée, etc., ils ont compris que tout allait changer, que l'importance que Watson allait donner, mais des métiers vont mourir à cause de ces développements technologiques ou totalement changer. Ils ont donné un exemple phénoménal qui s'était passé à le plus gros centre anticancéreux aux États-Unis, s'appelle MD Anderson, et ils ont voulu faire l'analyse de 300 femmes qui avaient des petites tumeurs du sein inférieures à 5 mm, et voir quel était le caractère de ce qu'on appelle le diagnostic prédictif, c'est-à-dire le radiologue allait dire si c'était bénin ou si c'était malin. Il n'y avait aucun problème pour la malade puisqu'il y avait la biopsie après. Et Watson était chargé aussi de dire si c'était bénin ou malin. Et il s'est avéré que les radiologues, qui sont parmi les plus cotés aux États-Unis, eh bien, 22% d'erreurs entre bénin et malin. Et l'intelligence artificielle, 0 erreur. Pour plein de raisons qui sont déjà que l'ordinateur, en fait, vous analysez 7 nuances de gris quand vous regardez une image radio. L'ordinateur, il analyse 2000 nuances de gris. 2000 nuances de gris. Mais comme dans l'ordinateur, il lui avait mis des milliers et des milliers de cas identiques de petites tumeurs de 5 mm, ben c'est évident que l'intelligence artificielle va être supérieure. De même pour ce qu'on appelle les diagnostics anatomopathologiques, histologiques, où dans tous les gros hôpitaux universitaires, il faut maintenant un anapathe qui fasse du cerveau, et même dans le cerveau, peut-être le gliome, un autre. C'est-à-dire qu'il faut des sous-spécialités tellement ça devient compliqué. Ben là, on sait que ça va être remplacé par l'intelligence artificielle. Mais pour terminer là-dessus, c'est que ces nouvelles technologies donc, de connaissances, ça va être énorme pour le malade. Ça va changer totalement le rapport singulier entre le malade et son médecin. Actuellement, quand le malade vient, il vient souvent, et de plus en plus, en ayant lu Internet. Mais le médecin, un peu arrogant et prétentieux, lui dit « vous n'avez rien compris, c'est beaucoup plus compliqué que de lire un article sur Internet, etc. » Mais le jour où le malade va mettre ses données, c'est-à-dire « j'ai 62 ans, j'ai une tumeur dont on m'a dit le diagnostic 2, etc. » qu'est-ce que je dois faire? Et que Watson va dire, mais surtout ne vous faites pas opérer. Par exemple, petit cancer du foie de moins de 3 cm parce qu'on sait que les résultats sont les mêmes si on les détruit par la chaleur ou par le froid.
Le malade va arriver chez son médecin, chez son chirurgien, avec une connaissance incroyable, puisque ça sera la connaissance. Et c'est là où quand le médecin dit « oui, ça ne remplacera jamais mon expérience ». Mais l'intelligence artificielle, c'est l'expérience de milliers de médecins de la même spécialité. Donc voilà, je ne peux pas répondre sur les autres technologies, etc. Mais ce qui m'a le plus frappé ces 2 dernières années, c'est le bouleversement qu'il va y avoir par... Et alors, vous, en tant qu'étudiant en médecine, alors là, je ne sais pas quel est le doyen qui va savoir comment on va devoir faire autrement les études médicales tout à l'heure. Dis ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'était très bien sur la manière dont on... Oui, c'est vrai, vous avez dit quelque chose. Je me souviens plus. Si, dans les coulisses... Former, ah oui, c'est ça. Non, en fait, c'est un débat que j'ai écouté hier dans le Grand Amphi, justement, sur l'IA, où un des intervenants a dit quelque chose qui m'a vraiment interpellé, c'est qu'effectivement, on est en train de former les gens à des métiers tels qu'on les formait dans les années 70 pour des métiers pour les années 70, et que tous ces métiers-là vont être remplacés, éliminés par l'IA, alors qu'on devrait au contraire les former sur des métiers que ne pourra pas faire l'IA. Et je pense que ça s'applique tout à fait à la médecine. Mais là, on pourra en parler tout à l'heure de l'empathie, du rapport singulier. Mais si je peux intervenir sur le transfert de l'information, je pense que le problème actuel, ce n'est pas le transfert de l'information et l'accès rapide à la technologie qui avance très très vite. Ça va être plus le problème du tri de cette information ou de ces technologies. Et là, je voudrais parler sous le contrôle de Jacques Mauresco, mais j'en parle d'autant plus facilement parce que j'y connais absolument rien, parce que c'est pas ma spécialité, l'urologie. Un robot très célèbre, américain, Da Vinci, pour ne pas le nommer, a fait une énorme percée technologique. Et dans le domaine de l'urologie, dans lequel je ne connais rien, je vois très bien qu'il y a eu une polémique, où il y a un moment, il y a une difficulté. On voit d'un côté que ça fait énormément de progrès, ça permet des gestes moins traumatisants, plus rapides, plus précis. De l'autre côté, oui, mais peut-être qu'on opère peut-être trop de prostates qu'on devrait en opérer, puis on fait peut-être trop de publicité, patati. Et je vois bien que le progrès technologique est là, la rapidité est là, l'information arrive, mais moi, comme non spécialiste, pourtant chirurgien, je ne sais pas, je serais incapable de vous dire qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là. C'est un très bon exemple. Je peux parler 2 secondes. Oui, c'est un très bon exemple, oui. Parce que la presse en général, concernant ces nouvelles technologies, bon, pas que la presse, certains médecins, je pense, délivrent une mauvaise information qui est une information fausse. En 2 minutes. Et Dieu sait que je ne suis pas contre la robotique, on en a 15 robots, etc. Ni contre la presse, d'ailleurs. Ni contre la presse, ni contre les nouvelles technologies. Mais vous lisez partout, grâce aux nouvelles technologies robotiques, le malade est hospitalisé moins longtemps, il a moins mal, les opérations sont plus précises, etc. Mais ça, c'est totalement faux. Ça, c'est les avancées des 20 dernières années sur ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive, laparoscopique, qui peut se faire sans robot et bien sûr... Alors, laparoscopique, il faut préciser ce que ça veut dire. Oui, c'est laparoscopie, ça veut dire qu'au lieu de faire une grosse incision au niveau de l'abdomen ou du thorax, vous faites des petits trous, vous mettez des trocars et vous insérez des instruments de plus en plus petits qui maintenant, avant ils avaient 10 mm, maintenant ils ont 2 mm, les dernières caméras ont 1,4 mm. Donc il y a une miniaturisation de l'instrument. Ça a été un réel progrès. Donc vous allez dire, donc je suis contre le robot là. Non, pas du tout. Le problème, c'est qu'on est actuellement dans la préhistoire de la robotique. C'est-à-dire qu'on est dans un robot qui va analyser en 1 seconde 1000 signaux pour améliorer la précision du geste chirurgical. Ça, c'est ne pas connaître comment fonctionne la chirurgie. La précision, elle est importante chez vous, en neurochirurgie, elle est importante en ophtalmologie, mais dans le reste, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le meilleur chirurgien digestif que j'ai vu, qui était un de mes maîtres, il tremblait jusqu'au coude. Et c'est pas parce qu'il tremblait jusqu'au coude, non, ça fait rire. Et c'était le meilleur avec les meilleurs résultats. Donc le robot de demain, ça va être bien sûr celui qui, pour quelques spécialisés, va augmenter la précision, mais ça va surtout être celui à qui on va intégrer l'image, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va faire un robot intelligent. Et surtout, il va y avoir intelligence artificielle et robotique intégrée. Alors, on parlera sûrement après encore de l'intelligence artificielle. Parce que... oui, on aura peut-être le temps. Ah oui, on va passer à Mounia, qui a une question. Mounia est étudiante à Subbiotech. Oui, elle a fait médecine avant. Oui, petit détail. Oui. Bonjour. Moi, j'aurais une question pour vous, professeur Menei. Pour rebondir sur ce que vous avez dit sur l'application de la réalité virtuelle à l'hémisphère droit, je voulais savoir si... justement, appliquer la réalité virtuelle à des fonctions comme la cognition spatiale, ça pourrait, un jour, on pourrait espérer parvenir à la rééducation
cognitive de patients atteints de traumatismes, de lésions cérébrales suite à des traumatismes crâniens? Ah oui, alors tout à fait. La réalité virtuelle, immerger un patient en réalité virtuelle permet des possibilités infinies de stimulation de sa neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est quoi? C'est la possibilité que tout être humain a, y compris adulte, de pouvoir faire repousser des connexions, créer de nouvelles connexions et finalement d'essayer de réparer des dégâts cérébraux qui ont été faits lors d'un traumatisme ou d'une maladie. Alors, il y a des collègues qui travaillent déjà depuis un petit moment sur des programmes en réalité virtuelle pour la rééducation des maladies d'Alzheimer, par exemple, qui leur permet d'essayer de travailler la mémoire, etc. Sur, par exemple, j'ai une collègue qui est Evelyne Klinger qui travaille depuis très longtemps sur un supermarché virtuel qui permet de stimuler les patients en leur faisant l'impression qu'ils vont faire leurs courses dans un supermarché. On commence à traiter des phobies aussi maintenant, la phobie du vertige, l'agoraphobie, la phobie de la foule, en immergeant les patients dans notre situation, c'est-à-dire devant un amphi plein et à les faire travailler. Mais il y a aussi encore d'autres choses encore plus intéressantes. Bien sûr, c'est la cognition spatiale, vous en avez parlé, il y a des programmes qui sont en train d'être réalisés pour rééduquer les gens qui ont ce handicap qu'on appelle l'agnosie visuelle ou l'hémianexie visuelle, qui est la disparition d'un espace complet, qui sont des lésions de l'hémisphère droit, justement. Il y a un autre programme dont j'aimerais parler, sur lequel nous travaillons, mais nous n'arrivons pas du tout à le faire financer. Malheureusement, j'ai essayé le coup du post-it, mais ça ne marche plus. Prenez lien avec M. Maresco. Il a le don du post-it. Oui, je pense que je vais lui demander son post-it. Et donc, nous avons un programme sur ce qu'on appelle les états de conscience altérés. Les états de conscience altérés sont ces patients qui ont eu soit un accident vasculaire, soit un traumatisme crânien, et qui se retrouvent dans ce qu'on appelait avant les comas chroniques, c'est-à-dire des patients qui sont en absence totale de relation avec l'extérieur. On sait maintenant que ces états sont très, très hétérogènes, et qu'entre la personne totalement végétative, où finalement il n'y a plus du tout de cerveau, plus aucune activité cérébrale, et finalement c'est un corps qui respire, un cœur qui bat et un rein qui filtre sans plus. Mais il existe des états intermédiaires qu'on appelle maintenant effectivement la conscience altérée, dont on sait qu'il peut y avoir une conscience, un reste de conscience, un reste d'activité, et même si ça ne se traduit pas tous les jours avec l'équipe soignante, il y a quelque chose qui se passe, une petite flamme encore qui brille. Et la seule intervention qui jusqu'à présent a fait la preuve d'une certaine efficacité très limitée, c'est la stimulation sensorielle chez ces patients. C'est leur faire écouter la radio, mettre des photos de la famille dans la chambre, venir les voir souvent avec le petit dernier pour qu'il lui parle, etc. Eh bien, nous avons un programme qui consiste en fait à stimuler ces gens, grâce à la réalité virtuelle, de pouvoir designer avec des infographistes, une équipe avec qui nous travaillons depuis un moment, des programmes qui sont communs mais aussi adaptés, qui va permettre de faire revivre de façon permanente et intense leurs moments familiaux, leurs dîners familiaux, leur anniversaire, leur passion, la course automobile, le ski, tout adapté avec du matériel qui est déjà existant, qu'on utilise dans les jeux vidéo, qui sont des sièges qui vont reproduire des vibrations, la sensation de vitesse, etc. Et le but est de développer tout un programme qui va permettre de stimuler sans arrêt ces gens, en espérant que cette stimulation sensorielle multipliée au rapport 10 000 permettra peut-être de raviver la flamme qui s'est un peu éteinte chez eux. Mais pour ça, j'ai besoin d'un post-it qui marche. C'est bien, j'adore l'idée du post-it. Allez, les questions à vous. Maintenant, il nous reste quelques minutes. Profitez-en et les micros vont circuler, j'en suis sûr. Voilà, ils arrivent. Allez-y, présentez-vous. On vous voit peu parce qu'on a des projecteurs dans la figure. Mais... Bonjour, monsieur. Bonjour. La réalité virtuelle ici est adaptée à des tumeurs hautes. On est dans le domaine du macro. Mais est-ce qu'elle peut aller à l'infiniment petit, par exemple, aller voir un gène sur de l'ADN et un jour le remplacer, quoi. Question difficile, hein. Ouais. Je sais pas qui veut Alors, répondre. Ouais. Oui, là aussi, je veux dire, les progrès vont tellement vite. Il y a des papiers scientifiques qui sont passés récemment sur, alors non pas au niveau du gène, mais déjà au niveau de la cellule, où des équipes américaines ont réussi à rendre le cerveau invisible chez les souris grâce à un traitement chimique, à faire disparaître totalement en fait la matière organique, mais en gardant uniquement les neurones et les connexions dans lesquels ils avaient injecté un produit fluorescent qui est un gène d'ailleurs isolé à partir d'une méduse. Et grâce à la reconstruction 3D de ce cerveau dit transparent, il est possible d'ailleurs, on trouve je crois la vidéo sur YouTube, d'aller se balader littéralement dans le système nerveux de cette souris et de se balader littéralement entre les neurones et les neurites.
On peut tout à fait imaginer que dans un avenir très très proche, ça sera possible au niveau vivant chez un être humain, et qu'il sera possible d'aller se promener virtuellement, effectivement, au moins au niveau cellulaire. Alors, bon, pour l'instant, à ma connaissance, on n'est pas encore au niveau moléculaire, mais ça devrait pas tarder. Si tu veux, je vais juste rajouter, c'est assez amusant, j'ai montré en introduction tout à l'heure que tout ce qu'on avait fait, nous, depuis 20 ans, venait de cette conférence de Rick Satava, qui est un visionnaire phénoménal. Donc maintenant, dans ces conférences, il ne parle plus de ça, parce que ça, c'est fait, c'est-à-dire réalité virtuelle en chirurgie, robotique, etc. Par contre, il parle de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire en disant l'avenir, demain, on va bien sûr, puisqu'on arrive à voir quelle est la malformation au niveau d'un gène qui est prédictif en disant que vous avez un risque de cancer. Donc pourquoi ne pas imaginer qu'un jour, on va aller opérer cette malformation au niveau du gène pour le transformer en gène normal. Et là encore, sûrement jamais dire non, c'est de la folie, etc. Actuellement, on va, comme tu le dis, vers ce micro-geste cellulaire, et puis on ira vers le micro-geste au niveau du gène. Ça paraît une évidence. Les neurochirurgiens qui sont toujours un petit peu précurseurs à ce niveau-là avaient déjà publié Ben Abid avait parlé de la nanochirurgie déjà il y a quelques années. Alors, je vais vous dire qu'ils sont toujours précurseurs, parce que c'est assez amusant, parce qu'on a lu dans la presse, j'ai rien contre la presse, il n'y a pas longtemps, qu'il allait y avoir une première mondiale qui était un chirurgien, je crois c'est orthopédiste, qui va utiliser le casque de réalité augmentée pour faire une opération sur l'os. Vous faites ça, les neurochirurgiens, en 1996, c'est toi qui l'as montré d'ailleurs, je pense, à l'académie, en 1996, on fait une intervention de réalité augmentée avec le casque, parce qu'ils ont été en avance. Satava avait organisé, notamment pour les neurochirurgiens, à partir de 1991, à San Diego, un congrès qui s'appelait Virtual Reality Meets Medicine et Surgery. Au début, il y avait 80 personnes, 200, 300, ils sont maintenant 6000. Hein. Donc, effectivement, vous avez été précurseur, mais il faut que vous continuez, hein, sinon vous serez dépassé. Une fois de plus, grâce au fait que nous avons toujours une tête fixée et sur un organe quasi immobile, ce qui a été un grand avantage. Ils sont amusants tous les deux parce qu'ils se taquinent. Allez, une petite question pour vous. Je vous en prie. Je ne sais pas où vous êtes. Ah, allez-y. Oui, j'ai vu. Oui, bonjour, Jean-Louis Pierrel, je suis administrateur de la mutuelle du personnel IBM qui utilise depuis quelques semaines Watson IBM justement comme deuxième avis médical. Donc on est dans le présent, même pas dans le futur. Moi j'aimerais bien avoir votre avis sur l'impact sanitaire, enfin médical, éthique et économique de la possibilité maintenant avérée de décryptage individuel du génome humain. Alors, la carte du génome. Alors, ce n'est pas tout à fait ma spécialité, mais je vais vous répondre par une diapositive que j'ai vue justement à Séoul sur l'intelligence artificielle, médecine et impact économique. Impact économique, il y avait donc l'une des fondatrices de Watson montrait deux chiffres. Le premier en disant la troisième cause de mortalité aux États-Unis, c'est l'erreur médicale, avec 250 000 morts par an. Bon, tout ça on connaît, mais il y a des biais. Mais la deuxième, qui était importante, 44% des chimiothérapies de première intention pour cancer aux États-Unis sont fausses. Ce n'est pas les bonnes. Donc pourquoi aux États-Unis? Parce que c'est eux qui ont les dossiers les plus ouverts, les plus transparents. Donc à votre réponse, ça va être impossible et inimaginable. Donc ça veut dire qu'il y a 44% des chimiothérapies en France qui sont mauvaises aussi, c'est pas possible, qui ne sont pas les bonnes. Donc le seul moyen de pouvoir faire élever vers le haut le niveau de la médecine et diminuer le coût, ça va être l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de le savoir. Je vais vous donner un autre exemple aussi qui est assez impressionnant. Tout à l'heure, je le citais un petit peu. Traitement du petit cancer du foie qu'on appelle l'hépatocarcinome, où ils en ont tellement en Asie. On sait par toutes les séries à la fois japonaises et chinoises, bon, on croit plus les japonaises, mais disons on le sait sur des milliers et des milliers de malades, que le résultat est exactement le même si vous opérez le malade, ce qui coûte quand même très cher, ou si vous détruisez la tumeur par radiofréquence. Ça a été fait par un chirurgien japonais qui s'appelle Watanabe, qui fait toujours sa conférence. Et si je pose la question à Watanabe qui nous explique que ce n'est pas la peine d'opérer, et si je lui demande, mais donc, qu'est-ce que vous proposez à votre malade? Donc, vous lui proposez une radio... Ah ben non, moi je suis chirurgien, il vient dans un service de chirurgie. Mais ça sera totalement terminé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus... Pourquoi? Ça sera terminé, poussé par l'intelligence artificielle et le malade. Et ça répond à votre question. Je pense que ça fera des économies de santé vraiment extrêmement importantes.
Juste pour intervenir par rapport à la peur, aux angoisses qu'on peut avoir quant au déchiffrage du génome personnalisé, il y a quelque chose qui devrait faire peur, qui est moins connu, c'est les progrès justement de l'imagerie médicale. Vous connaissez peut-être cette science un peu ancienne du 19e siècle qu'on appelait la phrénologie, qui était la description en fait de la personnalité et des capacités intellectuelles des gens en fonction de la forme de leur crâne. Ça a été un petit peu passé de mise après quelques dérives, et c'était devenu tout à fait politiquement incorrect. N'empêche que de plus en plus sortent des articles scientifiques du domaine de la phrénologie où on s'aperçoit que l'hypertrophie ou l'atrophie de telle partie du cerveau cortical, de tel sillon, prédispose à des difficultés, par exemple relationnelles, et peut-être à l'autisme, ou peut-être à des comportements asociaux, etc., etc. Et qu'il est fort possible que dans peu de temps, une simple IRM pourra très vite vous classifier comme sociopathe à risque, tout simplement, sans que vous le sachiez et sans qu'on ait touché à votre génome. Oui, oui, bien sûr. Bonjour. Moi, j'ai une question justement en lien entre la transmission et la formation. Donc, à vous écouter, on comprend bien que demain, soigner est je dirais, au point de jonction finalement de la médecine, de la connaissance, de la technologie. Quelles sont aujourd'hui quelle formation vous conseilleriez à un jeune qui veut devenir médecin demain? Est-ce qu'il doit suivre un parcours multiple? J'entends que Mounia a suivi et des études de médecine et de biotech. Enfin, voilà, quel est demain le parcours pour devenir médecin? Alors, on a de la chance, aucun de nous deux, on est doyen, donc on va laisser la patate chaude aux doyens, parce que je peux vous assurer que c'est extrêmement compliqué, ça. Le problème, on voit tous que la formation médicale, elle va subir beaucoup plus rapidement qu'on imaginait quelque chose de tout différent. Ça sert à rien. Moi, j'ai passé toutes mes études médicales et mon internat, pour travailler à l'internat, j'ai passé mon temps à apprendre par cœur. Ce qui est quand même complètement débile, dans un métier où après, j'ai passé, je me souviens, le concours, la première chose que le doyen vous dit dans l'amphithéâtre, chaque voisin, c'est votre ennemi, parce qu'il n'y a que 100 places et vous êtes 2000, etc. Pour un métier où tout le monde va devoir travailler ensemble après. C'est quand même... Donc, la connaissance en elle-même, il faudra avoir des bases de connaissances, c'est évident, mais les progrès de la connaissance... il y avait une phrase aussi, une slide... de l'une des fondatrices de Watson à Séoul, qui disait, pour être à peu près à jour des nouvelles connaissances, à peu près, il faudrait pour un médecin lire 475 heures par semaine. Un chirurgien, en moyenne, c'est 5 minutes. Je vous dis tout de suite, il regarde les images en général. Donc ça va changer. Par contre, dans la question où on dit, est-ce que les études médicales vont être de plus en plus informatiques, etc. Non, ça sûrement pas. C'est comme la voiture, la nouvelle voiture électrique automatique, vous n'avez pas besoin de savoir comment ça fonctionne. Vous devez savoir où vous devez aller. Donc il va falloir apprendre à composer avec cette intelligence artificielle. Ça, c'est une évidence. Mais alors, refaire le cycle des études médicales, je peux vous assurer que c'est quelque chose qui va être terrible. Parce que dans notre culture, tout est très long et très conservateur. Alors, quand vous regardez, vous allez même à Taïwan, vous regardez comme ils sont en train complètement de changer leurs études médicales en prenant en compte tous ces nouveaux paramètres. Je pense que chez nous, ça va être un petit peu plus long. J'aurais juste, par rapport justement au débat d'hier, je dirais que très clairement, il va falloir se réorienter vers les sciences humaines, dans la mesure où beaucoup de choses pourront être remplacées par la machine. Et par contre, notre capacité d'empathie, de connaissance, je pense qu'il faudra la travailler certainement de façon très importante. Ça, je dirais, c'est en termes de formation médicale globale. Maintenant, tous ces progrès-là, ils viennent quand même, ils ne sont pas arrivés du ciel. Tout ça, M. Maresco en est un exemple typique, ce sont des interactions, des interfaces qui sont créées entre les médecins et des techniciens. Et que la technique devenant de plus en plus complexe, il va falloir que les médecins se l'approprient un petit peu, ne serait-ce qu'en termes de langage. Et il va falloir, pour que tous ces progrès continuent, que certains médecins investissent non seulement dans la médecine, mais aussi soit vers la réalité virtuelle, soit vers l'informatique, soit la robotique, la cybernétique, Dieu sait quoi. Mais voilà, parce que sinon ça n'avancera plus. Oui, on peut se poser la question d'ailleurs de l'utilité des campus universitaires, éventuellement, parce qu'en fait, le campus que vous imaginez, vous, Jacques Maresco, c'est un campus international. Vous êtes dans
6 pays. Parlez-nous un petit peu de ça, c'est intéressant. Alors, campus international, mais surtout aussi multidisciplinaire. Donc j'ai déjà fait rien que, par exemple, l'IRCAD local, c'est-à-dire Strasbourg. Je pense que le succès sur le plan international est venu du fait qu'au lieu de mettre 2 chirurgiens ensemble, parce qu'un cerveau de chirurgien plus un cerveau de chirurgien, ça fait toujours qu'un cerveau de chirurgien, je peux vous assurer qu'on a tous la même vue, mais de mettre ensemble des jeunes informaticiens, de mettre des gens de la propriété intellectuelle, de mettre des gens à fort humanisme développé, etc. Et ça a fait vraiment la force de l'Institut. Mais maintenant, ensuite, ce qu'il faut, c'est avoir l'humilité de savoir, parce qu'on est tous un peu arrogants, on pense qu'en France, c'est là où on sait tout mieux que tout le monde, mais le fait d'avoir créé ces IRCAD à la fois au Brésil, à la fois à Taïwan, en Afrique même, on pourra peut-être en parler, tout d'un coup, vous vous apercevez que vous avez énormément de choses à apprendre d'autres experts. Ce qui veut dire que quand on parlait tout à l'heure, il y a des études médicales qui se font avec, bien sûr, sur Internet, etc. Moi, je me suis toujours battu avec celui qui a développé ça depuis d'ailleurs le gouvernement Chirac, parce qu'il le voyait en franco-français. Quel est l'intérêt de faire la plus grosse université au monde? C'est de prendre les meilleurs, les prix Nobel, etc. C'est le top de top qui va faire à tous les étudiants le même cours. Et donc, on a besoin sûrement de moins de professeurs, certainement, mais qui vont changer leur métier, qui vont être un peu comme des chairman, ils vont titiller l'expert, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Les étudiants vont de nouveau revenir dans les cours. Parce que le problème des universités actuellement en sciences, c'est qu'il y a personne dans les amphis. On a 2 personnes qui enregistrent pour le filer, le photocopier et le filer au voisin. Et donc, c'est des études et ensuite, on apprend par cœur. Donc, je pense qu'il y a énormément à apprendre, à s'ouvrir. Donc, déjà, alors une chose, je me souviens, vous savez que nous, on a ouvert, on a été la première institution publique, en fait, parce qu'on est privé, mais à but non lucratif. On a fait tous nos cours en anglais depuis 1994. On nous a menacé de le fermer 3 fois de suite, parce que c'était les périodes de la loi Toubon, où on n'avait pas le droit d'enseigner en anglais. Alors, c'est sûr qu'à la Sorbonne, on ne va pas enseigner en anglais, je pense que ça a moins d'intérêt, mais en sciences, on est obligé d'enseigner en anglais, parce que tout se passe en anglais, tout est publié en anglais. Parlez-nous du Rwanda, parce que ça, c'est une expérience que vous avez vécue de fond en comble. Alors, le Rwanda, alors ça, c'est amusant, et ça a été pour moi une grande leçon aussi d'humilité. Je suis appelé, c'était juste avant l'été, par le président du Rwanda, qui est Paul Kagame, qui n'est pas en très bon terme avec la France en ce moment d'ailleurs, et qui explique qu'il veut un institut de formation, de développement et de chirurgie de toutes les nouvelles technologies à Kigali, au Rwanda. Je ne suis pas raciste, mais j'étais arrogant en me disant, bon, de toute façon, en Afrique, on va leur mettre une machine, elle va être démontée, ils vont vendre le cuivre. C'est vrai ce que je pense, parce que c'est ce que j'entends de tous ceux qui ont souvent été là-bas. Je suis arrivé à Kigali, je peux vous assurer que vous avez déjà un choc. Les sacs en plastique sont déjà interdits depuis 8 ans. Vous arrivez au centre, le Convention Center, c'est le plus beau au monde, je n'ai jamais vu un aussi beau. Vous avez les hôtels top, tout est propre, on n'a pas le droit de laisser un papier par terre. Et ensuite, j'ai eu une discussion avec ce président, qui est vraiment un président visionnaire. D'abord, ça doit être un des rares qui ne vole pas l'argent qui lui est donné, c'est-à-dire qui le distribue. Il faut quand même imaginer que le Rwanda, il y a 20 ans, vous le savez tous, en 1994, a eu en 2 mois le plus gros génocide qui ait existé. 1 million de morts à la machette, 80% de la population illettrée, ensuite des problèmes de santé. J'ai eu l'occasion d'en parler juste avant d'y aller avec Douste Blazy, qui disait qu'il faut foncer au Rwanda. C'est le seul pays où il y a des goals là des Nations Unies. Ils sont tout. Il y a maintenant moins de 20% d'illettrés. Il y avait des hémorragies de la délivrance phénoménales et on n'arrivait pas à donner les médicaments à temps. Qu'est-ce qui se passe? Tout le sang est délivré par drone avec une boîte californienne. Vous arrivez là-bas, toutes les banques sont virtuelles, tout le monde a un iPhone, etc. Et donc, bien sûr, on va faire. Donc, j'ai eu l'occasion de parler pendant plus d'1 heure avec le président qui a laissé 18 hectares, qui fait cet institut, qui le construit. Et quand je suis revenu, je me suis surtout dit, mais attention, si eux, ils continuent comme ça, et nous, si on se maintient comme on est en train de le faire, mais ça veut dire que dans 30 ans, l'Afrique, dans certains pays, va dépasser les potentialités européennes. Donc ça veut dire qu'il faut être toujours, je vous dis, quand j'ai raconté ça à Paris, il faut être humble en se disant, attention, et qui a compris ce pouvoir phénoménal et ce savoir des Rwandais? C'est les Chinois, comme toujours.
C'est-à-dire que l'Europe donne de l'argent, les Chinois fabriquent les autoroutes hein, et les refont parce qu'elles ne sont pas de très bonne qualité 5 ans après. Donc les Chinois sont partout. Il avait invité, donc, dans ce palais des congrès, il y avait 4000 jeunes Africains qui sont venus écouter, au moment où j'y étais, le discours de Jack Ma, donc, qui est le patron d'Alibaba en Chine, qui a été extraordinaire. Ils sont venus à 3 avions, je ne sais pas combien de milliardaires chinois. Il leur a dit, écoutez, voilà, je forme par an 200 ingénieurs rwandais pour faire un Alibaba en Afrique, et je ne veux rien, je ne veux pas de bénéfices, ce sera le Rwanda, ce sera le Alibaba rwandais, etc. Ils ont sûrement des intérêts indirects, mais pas directs. Donc, ce qui veut dire que, pour répondre aussi à ta question de tout à l'heure, grâce à toutes ces nouvelles technologies, les pays vont tout à fait brûler des étapes. J'aurais jamais imaginé un jour qu'il y ait de la robotique, de l'intelligence artificielle au Rwanda. Je m'aperçois qu'ils vont plus vite que nous sur les banques virtuelles. Donc ça veut dire qu'ils vont aller extrêmement vite parce que du coup, ils vont faire des économies, c'est la question que vous posiez tout à l'heure, et puis ils vont se développer à une rapidité, à mon avis, phénoménale. Donc c'était une belle expérience. Si, je suis sûr que vous avez des questions. Je vous en prie, madame. Oui, bonjour. Je voulais savoir, je travaille au CEA et nous avons, nous, beaucoup de problèmes pour trouver des personnes formées dans des domaines très pointus. Et je voulais savoir si vous, dans ces domaines un peu nouveaux, est-ce que la formation arrive à suivre et est-ce que vous arrivez à trouver des compétences, des capacités techniques surtout suffisantes pour répondre aux besoins de vos projets? Je commence. Oui. Nous, on n'a eu aucun problème parce qu'en fait, dans le domaine dans lequel on travaille, il y a une institution, ce n'est pas le CEA, mais le CEA doit aussi travailler dessus, mais vous avez l'INRIA, notamment Sophia Antipolis à Nice, où vous avez 3000 ingénieurs, énormément qui travaillent sur l'image médicale, la transformation en 3D, etc. Et nous, on a travaillé avec eux depuis quasiment le début, enfin depuis plus de 15 ans. Et à chaque fois, donc, on a des thèses encadrées. Et du coup, on a une possibilité, un vivier de recrutement qui est phénoménal. Notre directeur scientifique, à la fois de l'IRCAD et à la fois de l'Institut de chirurgie guidée par l'image, qui est Luc Solaire, il vient de l'INRIA. Et donc, voilà. Donc, nous, dans ce domaine particulier, je pense qu'il n'y a aucun problème. Je vais intervenir juste par rapport à ce qui concerne la réalité virtuelle. C'est clair qu'un jeune... Il commence à y avoir de plus en plus de formations pour la réalité virtuelle. Un jeune qui a le choix d'aller directement travailler dans une start-up qui développe des jeux vidéo ou d'aller s'enquiller dans un programme de test de science dans un laboratoire pour lequel il va être payé avec un lance-pierre, il n'y a pas photo. D'où l'intérêt du post-it. C'est quand même un problème. Non, oui. Non, ça va aller. Alors, je pense que ça rejoint peut-être la question. Nous, on a la chance d'être une fondation privée à but non lucratif. On n'a pas de limite de salaire. C'est évident que si on ne s'aligne pas sur le salaire privé, mais ça va de tout. Hein. Ça va de l'hôtesse, la secrétaire, etc. Donc tout le monde a un salaire même supérieur à ce qu'il trouverait au privé. Et ce qui fait qu'il reste, enfin à tous, nos techniciens audiovisuels, parce que l'audiovisuel c'est tellement important pour l'enseignement. Actuellement, ça doit être des chaînes de télé privées. On a une chaîne de télé privée, on a du 4K, etc. On a 5 techniciens audiovisuels temps plein. Ils sont payés le double de France 3 régional. Le post-it, toujours le post-it. Le post-it, ça sera le mot du jour. Allez, une question, je vous en prie. Bonjour. N'hésitez pas. Pardon. Oui, bonjour. Mesdames. Si je peux me permettre de revenir un tout petit peu sur la question éthique. Je suis juste là. Merci. Désolée. Sur la question éthique, si je peux me permettre de revenir là-dessus, je voulais avoir votre avis à tous les deux sur la possibilité donc, de tendre vraiment vers l'eugénisme quand on parle de possibilité de transformer le gène et de voir disparaître clairement des individus atteints de trisomie 21, par exemple. J'avais juste envie de connaître votre avis là-dessus et est-ce que légalement on doit commencer à réfléchir pour la protection voilà. Vous avez une inquiétude là-dessus. Oui, non, mais c'est... Il y a des gens plus compétents que moi qui réfléchissent beaucoup sur ces questions. Moi, je pourrais avoir juste un petit éclairage venant de ma spécialité.
quand on laisse la liberté aux patients, on a beaucoup de surprises. Hein. Il existe une malformation qu'on appelle le spina bifida, qui est une malformation du système nerveux lors de la fermeture de la colonne vertébrale, qui se traduit en fait par des anomalies dans le bas du dos, avec des enfants qui naissent souvent paraplégiques, incontinents, mais parfaitement autonomes sur le plan intellectuel, bien sûr, et le reste de la motricité. Et pendant très longtemps, cette maladie, qui était quand même un fléau sur le plan handicap, a pu être totalement dépistée très précocement à la grossesse grâce à l'échographie. Et tant et si bien que les jeunes neurochirurgiens ne savaient pas opérer, parce que c'est une malformation qu'il faut opérer très très tôt, ne serait-ce que pour éviter des complications infectieuses, etc., très tôt en néonatal. Et c'est une opération qui avait quasiment disparu. Les jeunes neurochirurgiens ne savent plus la faire parce qu'on avait éradiqué, à la demande des parents eux-mêmes, qui ne voulaient pas avoir un enfant handicapé, ne serait-ce que pour l'enfant, souvent. Et pour des raisons souvent religieuses, hein, on voit réapparaître quand même la force de la religion. Eh bien, les interruptions de grossesse à titre thérapeutique, en tout cas dans cette indication, régressent et on voit réapparaître cette pathologie qu'on est obligé de réapprendre à opérer. Alors, sur le gène, ce sera probablement la même chose. Peut-être qu'effectivement, certaines familles voudront peut-être aussi pour des raisons religieuses, garder des enfants dont on sait qu'ils auront effectivement une maladie génétiquement liée. Ça a un peu répondu à votre question. C'est une question vaste, hein, mais voilà. À vous la parole. Oui, rebonjour. Comme vous connaissez particulièrement bien le milieu et que vous avez vécu justement cette transformation de vos métiers, à combien de temps, tout en haut de la salle, à combien de temps vous estimez effectivement le temps de transmission à toute une génération de médecins et plus particulièrement de chirurgiens? Est-ce qu'il n'y a pas une course de vitesse entre le développement et même l'accélération des nouvelles technologies et la capacité de formation et d'appropriation par un corps médical qui est souvent innovant, mais parfois un peu conservateur? Oui, alors d'abord, je pense que c'est très bien qu'il y ait une part de conservateur, entre guillemets. Je donnais l'exemple tout à l'heure de la robotique. C'est très bien que vous ayez des gens qui foncent, qui améliorent le robot, qui l'utilisent, et que vous ayez une partie plus conservatrice qui disent non, ça ne sert à rien, j'arrive à le faire sans le robot, etc. Et ensuite, vous arrivez à un équilibre. Je pense qu'il n'y a rien de pire que quelque chose que tout le monde veut utiliser immédiatement, sans aucune analyse de bénéfice du malade, répercussions économiques. Alors maintenant, dans le développement de... Moi, je vais parler juste de... Tu vas parler après de ce qui est neuro, de ce que j'ai montré. C'est-à-dire, en gros, c'est l'image, priorité à l'image. Ça, c'est rien. C'est la priorité à l'image. Vous pouvez avoir un clone digital de votre malade il y a des startups qui font ça à peu près 200, 300 euros. C'est quoi? C'est le prix d'une pince automatique où pendant l'opération, vous mettez 4 clips, c'est ce que ça vaut, etc. Donc ça, je pense que c'est pas cher. Ensuite, vous avez ce que je vous ai montré, c'est-à-dire ce qu'on essaye d'imaginer qui est l'automatisme, le geste de réalité augmentée. Donc ça, c'est quand même un message important. Hein. Ne venez pas tous vous faire opérer à Strasbourg parce qu'on ne sait absolument pas si ça sert à quelque chose. Le problème, c'est de la recherche clinique. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment, pour un chirurgien, le fait de préparer son opération grâce à des logiciels qui ne sont pas chers du tout, c'est une évidence que mieux vous préparez quelque chose, mieux ça va se passer. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire d'études randomisées. Par contre, est-ce que le fait de voir en transparence va vraiment avoir un bénéfice énorme alors que ça va coûter extrêmement cher à cause de toutes les machines d'imagerie que vous devez avoir dans votre bloc opératoire? Mais ça, c'est pour ça qu'il y a eu un IHU, un institut de chirurgie guidée par l'image, où on doit faire une analyse non seulement des résultats, mais également médico-économiques pour voir qu'est-ce qu'on peut se payer de façon à le diffuser. Et la troisième fin de votre question sur la formation, je pense que vous avez largement de quoi faire des formations, et en Europe et maintenant dans tous les continents, vous avez plusieurs instituts qui forment aux nouvelles technologies. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de délai d'un pays à l'autre par rapport à la formation. Je voudrais juste intervenir pour le conservatisme chirurgical. Il peut servir. Hein. On a parlé beaucoup de la chirurgie mini-invasive. On opère de plus en plus en percutané, c'est-à-dire sans ouvrir la peau, à travers de petits orifices, avec des instruments de plus en plus fins. Seulement, on sait très bien en chirurgie laparoscopique, il faut de temps en temps ce qu'on appelle convertir. C'est-à-dire globalement, il se passe quelque chose d'imprévisible, une hémorragie qu'on ne peut pas gérer par l'endoscopie. Il faut ouvrir le ventre à l'ancienne et aller opérer.
On voit ça aussi de temps en temps en neurochirurgie. Tous les jeunes neurochirurgiens maintenant localisent leur incision sur le crâne grâce à la neuronavigation, qui est une sorte de GPS guidé par l'image, sauf que de temps en temps, le système peut tomber en panne et que dans ces cas-là, on est bien content d'avoir les bonnes vieilles méthodes qu'on a appris pour se guider à partir de l'oreille, des yeux et des mesures qu'on a prises sur des radios. Et c'est pour ça que se détacher complètement d'un conservatisme, ou en tout cas des techniques dites anciennes, est à mon avis dangereux. Tu es d'accord là-dessus? Oui, et puis il y a l'expérience aussi, non? C'est cette espèce de... Vous parliez tout à l'heure du chirurgien qui avait le bras qui tremblait un petit peu, mais qui opérait très très bien. C'était quoi son secret? Non, le fait, j'ai dit, il tremble et il opère bien parce que le fait de trembler n'empêche pas dans la chirurgie abdominale d'être excellent. C'est pas comme, je pense que toi, il faut que ça soit plus précis. Vous avez le microscope, etc. C'est autre chose, c'est autre chose. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais il y a l'expérience, bien sûr. Ça, c'est évident qu'il y a l'expérience et la formation. C'est-à-dire qu'on a quand même vécu un moment où le chirurgien, sur le plan pratique, ne se formait pas parce que les techniques pendant 50 ans n'avaient pas bougé. C'est-à-dire qu'on savait que voilà, on était formé comme interne, on savait ce qu'il fallait faire, c'était toujours la même chose avec les mêmes instruments. En général, il y en avait 3, une pincette, un ciseau et un clan. Et maintenant, bon, ça change parce qu'il y a énormément de technologies, énormément de procédures. Mais juste pour dire sur l'expérience et sur la formation, le problème le plus important actuellement, c'est d'avoir une espèce d'équipe multidisciplinaire, du moins dans nos domaines, pour proposer aux malades la solution la moins agressive pour le malade. C'est-à-dire que pour la même tumeur, il se peut que ça soit de la chirurgie, il se peut que ça soit rien, il se peut que ça soit de la chirurgie avec les trocars, il se peut que ça soit ce qu'on appelle maintenant de plus en plus percutané, c'est-à-dire que sous contrôle scanner, IRM, vous arrivez à vraiment mettre une aiguille, etc. Ou il se peut que ça soit par ce qu'on appelle par les voies naturelles, quelque chose qui n'est pas du tout développé encore en France. Il y a eu au Japon une conférence il y a 3 ans à Osaka du professeur Tanigawa qui montrait qu'au Japon, il y a 3 ans, pour la première année, ils ont opéré plus de cancers d'estomac par la bouche, donc par endoscopie flexible, 52 000, seulement 48 000 par voie normale, par voie chirurgicale normale. Pourquoi? Parce qu'ils ont une détection de routine, et ils ont ce qu'ils appellent les early gastric cancers, c'est-à-dire des cancers au tout début. Donc, mais s'ils ont ça, c'est ce qu'ils disent, ça va être pareil pour le cancer de l'œsophage, ça va être pareil pour le rectum, pour le côlon. Et nous, ça sera pareil, parce qu'on aura des techniques qui vont faire le diagnostic de plus en plus précocement, et donc le geste va changer. Et aux États-Unis, depuis 1 an, on ne peut plus être chirurgien digestif si on n'a pas la compétence de l'endoscopie flexible. Ici, par exemple, c'est extrêmement difficile parce que les gastro-entérologues refusent, parce que l'endoscope flexible, ils pensent que ça leur appartient, alors qu'en fait, ça n'appartient à personne. Oui, bonjour. Allez-y. Je suis aussi chercheur au CEA. J'aurais une question plus pour le professeur Menei, je pense, parce que par rapport à une maladie qui touche plus le cerveau, comme la maladie d'Alzheimer, est-ce que vous pensez que les nouvelles technologies vont permettre de mieux comprendre ou de mieux diagnostiquer ou de mieux traiter cette maladie dans les années à venir? Est-ce que vous pouvez préciser un peu les choses par rapport à ça? Alors, je dirais, oui, c'est une question vaste et complexe. Je répondrai juste par rapport au traitement. Je suis assez fasciné, moi j'étais très tôt fasciné par un concept qui est sorti dans les années 2000, qui est celui de la NBIC, qui était mis sur la table par je ne sais plus quel organisme américain, qui était le fait que la convergence NBIC, c'est-à-dire la convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, des sciences cognitives, des sciences de l'informatique, allait amener une transformation de la société. On a entendu un peu parler, on va entendre parler dans certains débats, ça a conduit effectivement à la notion de transhumanisme, mais en dehors de cette notion de transhumanisme, on peut discuter en termes de thérapeutique. Et là, on commence à voir arriver effectivement cette conjonction. Il n'y a pas très longtemps, une équipe de Duke University a montré qu'ils pouvaient faire remarcher des paraplégiques anciens qui avaient perdu la marche depuis des années grâce à un système de rééducation intensif qui associait la robotique, l'interface cerveau-machine et la réalité virtuelle. Et ça, c'était incroyable. Ils ont réussi à recréer des connexions par plasticité. En contrepartie, une autre équipe de Harvard a montré qu'ils pouvaient faire récupérer de la motricité chez des patients qui avaient un accident vasculaire très ancien grâce à une thérapie basée sur des cellules souches. Et on imagine, ce n'est pas encore le cas, et nous on est réfléchi dans une autre application, mais là aussi j'aurais besoin d'un post-it magique pour ça. On imagine effectivement un programme, en particulier chez
enfants dans la paralysie cérébrale, qui permettrait d'associer effectivement le dur et le soft, c'est-à-dire tous ces progrès des nouvelles technologies, mais aussi les biothérapies qui ont été un progrès et qui sont encore en phase de transformation, il ne faut pas l'oublier. Et je pense que la convergence de ces deux domaines va être source, dans l'Alzheimer comme ailleurs, de thérapeutiques vraiment nouvelles et intéressantes. Une question à vous. Non? Si, bien sûr. Vous avez un micro qui arrive dans 1 seconde. Merci. Vous n'avez pas évoqué le remplacement d'organes fabriqués à partir d'impression 3D. Est-ce que c'est une voie qui s'ouvre et qui va se développer? Alors, vous savez, c'est effectivement les imprimantes 3D qui sont extrêmement à la mode au Japon, puisque c'est même remboursé par leur sécurité sociale. C'est-à-dire que le chirurgien qui opère, par exemple, de la chirurgie hépatique, a d'abord son modèle, le logiciel, un peu ce que je vous ai montré, et ensuite, immédiatement, ils font la reconstruction 3D dans un plastique transparent. Dans d'autres domaines, on va voir avec Philippe Menet dans son domaine, dans d'autres domaines, ça n'a nous aucun intérêt parce qu'en fait, l'avantage de l'ordinateur, de voir l'image en 3D sur l'ordinateur, pour donner l'exemple du foie, le foie c'est comme un arbre avec 200 branches qui se superposent. Donc en fait, quand vous regardez les artères, 2 systèmes veineux, les voies biliaires, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à comprendre, même sur l'image 3D. Mais l'avantage, c'est que vous voulez enlever les voies biliaires, vous les enlevez, vous voulez enlever les artères, vous ne voyez plus, par exemple, que les veines que vous voulez voir. Donc pour nous, c'est beaucoup mieux de le faire sur l'ordinateur. Je vais parler de l'orthopédie parce que ça je sais que c'est appliqué. En orthopédie c'est génial puisque si vous faites par exemple pour une fracture complexe du bassin, vous avez une impression 3D qui va vous donner exactement les différentes fractures, vous arrivez à faire votre puzzle avant l'intervention et donc vous avez une amélioration. Mais vous parliez de transplantation d'organes. Ah oui, alors là, à partir des cellules souches, alors là, on n'en est pas là. Là, je passe la parole à M. Philippe Menet. Alors ça me passionne parce que c'est effectivement la rencontre du soft et du hard dont on parlait tout à l'heure. C'est des imprimantes qui fonctionnent non pas avec du plastique fondu, mais avec des cellules. Et effectivement, on pouvait tout à fait imaginer, il y a déjà eu des papiers qui sont sortis assez extraordinaires avec des reconstructions d'embryons d'organes en quelque sorte, des oreilles très bien faites, en tout cas la partie cartilagineuse de l'oreille pour des reconstructions en plastique en particulier. Et là j'y crois vraiment. La problématique, ça va être quel type de cellules souches et quels vont être les risques à partir des cellules souches. Mais la technologie qui permet de reconstruire un tissu maintenant à partir de cellules dans des imprimantes bio en quelque sorte existe déjà. Et ça va être un challenge énorme, parce que le problème des organes pour les greffes d'organes est encore un problème crucial et qui augmente encore. On parlait tout à l'heure de la place de la religion qui commence à être prépondérante dans certaines de nos sociétés. Là aussi, on voit bien que le refus de prélèvement d'organes commence à réapparaître. Et ça va devenir effectivement un problème. Allez. Je vous en prie. Troisième rangée de ce bel amphi Guizot. Parlez fort, on va essayer de vous entendre. Sinon, je vais parler fort. Voilà, c'est bon. Bonjour, je suis ingénieure biomédicale et à vous entendre parler, la collaboration a l'air assez naturelle entre le milieu de la médecine et le milieu de l'ingénierie. Donc c'est tout naturel. Est-ce que les médecins ont besoin ne peuvent rien faire sans les ingénieurs et inversement, les ingénieurs ne peuvent rien faire sans les médecins. Mais dans les faits, est-ce aussi simple? Alors là, je peux répondre. En ce qui nous concerne, je pense que ça a été simple. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le succès. Dans l'Institut, 80% sont des ingénieurs. 80% sont des ingénieurs. Ça tourne, bien sûr, c'est souvent des jeunes ingénieurs. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on parle à un ingénieur, lui n'a pas de limite. Quand on lui dit, je vais vous donner un des exemples récents, on fait une biopsie par endoscopie flexible à un endroit dans le côlon où tout se ressemble. Comment, quand on va faire le contrôle, on voudrait savoir exactement être au même endroit? Il vous trouve la solution, il y a la navigation, vous avez les systèmes de repérage, c'est fait. Il n'y a pas de limite quand on parle à un ingénieur. Il y a des limites financières, certainement, mais à chaque fois, il trouve une solution.
On a quand même, quand on a eu ce problème que je vous ai expliqué tout à l'heure de réalité augmentée, par exemple, où le problème c'est que l'organe bouge, on insuffle, on met des écarteurs, il n'est plus du tout dans là où il est normalement quand on a fait le scanner. On a fait à peu près 2 ans de brainstorming avec les ingénieurs de Siemens pour voir comment imaginer le bloc opératoire qui permettrait de résoudre ça. Et ils ont développé un robot que vous connaissez. Décidément, à chaque fois que je dis que vous l'avez fait avant nous, qui connaissent bien en neurochir, en vasculaire, qui est ce bras armé intelligent, le Zygo, et qui permet en 1 seconde à chaque fois à l'ordinateur de comprendre la nouvelle position de l'organe, parce que l'organe pousse chez nous. Le succès des nouvelles institutions, c'est vraiment de les mettre ensemble. Tout à l'heure, Madame du CEA, moi je parlais quand j'ai visité l'INRIA il y a un bon moment, et j'ai été passionné en voyant des images où un groupe de l'INRIA travaillait sur l'évolution de la sclérose en plaques. Donc moi je ne suis pas neurologue, je ne savais même pas que c'était vraiment des plaques qui évoluaient. Et quand j'ai vu ce qu'ils avaient fait en 3D, ce qu'ils avaient fait en fait l'évolution du 4D, c'était génial. Et j'aurais dit, mais avec quelle équipe de neurologues vous travaillez? Aucune. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est loin. C'est-à-dire qu'il faut un monocyte. Vous savez, même si un institut est à 2 km de l'institut d'ingénierie, les gens n'y vont pas parce qu'il y a des problèmes de temps. Donc il faut arriver à créer en monocyte des zones où vous avez ingénieurs, médecins avec les différentes spécialités. Et pour nous, d'abord, on a trouvé que les ingénieurs étaient toujours passionnés quand il s'agit d'un problème de santé. Ce qui est assez logique. Les 2 ingénieurs de France Télécom, ils ont pleuré quand on a fait l'opération Lindbergh parce que ça a marché, parce que pour eux, immédiatement, ils voient que tout ce qu'ils font du côté science, ça va servir. Oui, je pense que Jacques Marescot est modeste aussi. Enfin, je pense qu'il communique très bien avec les ingénieurs parce qu'il les a connus très tôt et il parle ingénieur. Je pense que les langages communs dans des spécialités très, très, très éloignées au départ est très important. Nous, on l'a connu quand toute une équipe biologie s'est fondée avec une autre équipe qui était une équipe plus de pharmacologie nano-formulation. On s'est aperçu qu'on ne parlait pas le même langage. Quand on utilisait un mot, il n'avait pas la même définition dans une spécialité et dans une autre. Et je pense que le peu d'ingénieurs que je rencontre, c'est vrai que c'est assez facile avec les ingénieurs quand même, mais je pense que le fait que tu te sois intéressé à ce monde et parles leur langage quelque part depuis très longtemps aide probablement la communication. J'ai juste rajouté quelque chose quand même, c'est que l'inverse est encore plus vrai. On a notre mathématicien qui est le directeur scientifique, qui vient de l'INRIA, donc il a développé des algorithmes. Donc vous savez que dans les mathématiciens, la moitié ils sont un peu spéciaux, là, ils regardent dans leurs ordinateurs, ils parlent à personne. Mais lui connaît l'anatomie chirurgicale et la stratégie chirurgicale mieux que n'importe quel chirurgien du domaine, mieux que l'élite de la chirurgie hépatique. Et il est ingénieur et il est mathématicien. C'est une des clés de la Cité de la Réussite, de faire rencontrer les gens et de se faire rencontrer. Je ne crois pas que vous vous connaissiez tous les deux. Oui, à l'Académie. Et c'est bien que cette cité de la Sorbonne puisse vous faire rencontrer et puis discuter avec nous. Enfin, voilà, on a terminé cette conférence, mais je voudrais vous dire qu'on a eu énormément de plaisir à vous entendre parler avec précision et avec courtoisie, puis en même temps avec humanité. Je crois que je vais laisser... il y a encore une question. Ben, non, on a fini. Ah, vous voulez poser une question? Allez-y quand même. Parcours habituel, officiel. Vous avez fait un institut privé, si j'ai bien compris, oui, à Strasbourg. Est-ce que pour avoir autant d'avancées, est-ce que c'est un parcours que vous estimez obligatoire, surtout en France? Alors, je suis convaincu, et ça c'est assez amusant ce que vous dites, quand j'ai eu le projet de faire l'IRCAD, etc., j'avais l'idée de le faire beaucoup plus en restant dans l'ambiance universitaire. Notre président d'université de l'époque, quelqu'un extraordinaire qui s'appelle Gilbert Lestria, qui était un pharmacien, m'a immédiatement dit, reste bien sûr, puisque je suis professeur, reste dans l'université, mais sors complètement la structure. Parce qu'une université actuellement, dans les hautes technologies, n'aura pas la flexibilité financière et n'aura pas la flexibilité pour le faire et n'aura pas les finances pour le faire.
Et donc c'est pour ça qu'on s'est marginalisé. C'est pour ça que quand Nicolas Sarkozy avait demandé de restructurer les CHU, j'ai eu vraiment l'honneur de présider la commission CHU puis IHU, où j'ai expliqué qu'il fallait faire des fondations privées. Le drame qui arrive actuellement, mais que je ne comprends pas, c'est que le gouvernement Macron, où il n'a pas arrêté de nous dire qu'il fallait faire du privé, être entrepreneur, qu'en France on n'aimait pas les entrepreneurs quand ils réussissaient trop, etc. Ils viennent de faire un nouvel appel d'offres. On n'a plus le droit d'être une fondation privée parce que le directeur de l'INSERM et Mme Buzyn a décidé qu'il ne fallait plus que ça soit quelque chose. Et donc c'est une erreur énorme. Ils n'auront pas les industriels. Il n'y a qu'une structure privée à but non lucratif qui peut attirer un industriel et discuter en 2 minutes pour faire un contrat en 1 semaine et pas en 6 mois. Et on a été mauvais sur le plan, nous, de la communication, parce qu'on a été à l'Élysée, on a été reçu par le Premier ministre un peu tard, puisque l'appel était parti. Et on a l'impression que, vous savez, en France, les universités, les structures de l'INSERM, les structures du CNRS ont l'impression qu'on leur fait une espèce de compétition, alors que ce n'est pas du tout. Chacun son job. L'INSERM est génial, le CEA aussi, mais ce n'est pas eux qui vont obligatoirement attirer les petites structures pour les industriels. Donc ça, c'est quelque chose, on ne sait jamais, ça peut encore changer, on se bat pour ça. Mais pour répondre à votre question, on n'aurait pas eu un type de fondation privée comme ça avec l'histoire du post-it, on ne faisait rien, ça ne marchait pas, c'est impossible. Et c'est vraiment le message pour les jeunes étudiants qui sont ici. Il faut sortir un moment, sortir des normes, de ce qui existe, parce que c'est extrêmement difficile si on n'a pas la flexibilité. Eh bien, c'est sur cette note politique que nous terminerons. Je voudrais juste, avant qu'on se quitte, vous souhaiter un bon appétit, terminer par cette citation du professeur Menei qui est assez jolie. Les applications de la réalité virtuelle en médecine n'ont pour seule limite que l'imagination humaine. Voilà. Je dédie cette conférence au professeur François Héritier.